Je vais installer. Allemagne. Il y a des manifestations impressionnantes cette fois-ci. Eh bien, ce sont des Iraniens, des familles d'Iraniens ou des Iraniens qui vivent en Allemagne. Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont réunis à Munich, en Allemagne, pour protester contre les attaques contre la population menées par le régime des ayatollahs. Selon les rapports, au moins 40 000 manifestants s'étaient rassemblés à cet endroit, celui d'Allemagne. Regardez, c'est vraiment impressionnant le nombre de personnes qui seraient venues à ces manifestations. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe en Europe, en Allemagne en particulier, et c'est avec cela que nous commençons aujourd'hui. Les informations, comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup à toute la communauté. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée du 14 février, qui est aussi la journée de l'amour et de l'amitié. Eh bien, je considère que beaucoup d'entre vous, du moins je pense que vous l'êtes, eh bien, des amis au moins, même si je ne vous connais pas en personne. C'est du moins ce que je ressens. Merci beaucoup de les soutenir et d'être ici, d'être si constant dans votre présence. Chaque jour, en discutant et en donnant votre avis sur l'actualité mondiale. Salutations à Adelicia au Panama. Comment allez-vous? Un grand bonjour aussi à Francisco Arce. Comment vas-tu, Francisco Arce? Merci beaucoup pour le commentaire. Salutations aussi à Panterita et à toute la communauté qui arrive. Eh bien, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Nous allons passer aux informations mondiales. C'est pour cela que c'est sur toute la planète. Et nous devons nous rendre dans cette région du monde où un séisme assez important a également été signalé. Voyons si nous pouvons aller dans le détail de l'endroit où nous sommes, où cela se trouve. C'est un résumé de la nouvelle, c'est un résumé de tout ce qui se passe, et j'aimerais qu'on commence ainsi, avant toute autre chose, par ce qui se passe. Concernant le séisme, parce qu'on en est venu à penser qu'il y avait peut-être une alerte au tsunami. Eh bien, à cause de la magnitude, surtout, ce n'est pas une magnitude. Enfin, c'est assez intense, un 6,4 d'après ce qui a été rapporté, en plus en plein Pacifique, et cela a évidemment déclenché des alertes. Que se passe-t-il? Eh bien, un 6,4 d'après ce qui a été rapporté, cela a été enregistré dans le Pacifique. Un séisme fort, un séisme qui, selon les rapports, n'est plus sous alerte tsunami. Il y a eu une sorte de préalerte dans la zone, le tremblement de terre était très superficiel, il a secoué le nord, Vanuatu, il a été fortement ressenti, il n'a pas causé de victimes jusqu'à présent. On suppose que, eh bien, environ 2 heures plus tard, l'alerte possible ou la préalerte a été annulée. Non, il n'y a pas eu d'alerte. Ils allaient la lancer, mais finalement, on dit que les conditions pour un tsunami n'étaient pas réunies. Il n'y a pas eu de changement dans les variations de l'océan. C'était très près d'un endroit appelé Lugarmil, qui est cette île, cette côte, qui aurait reçu ce séisme. L'endroit ne s'appelle pas comme ça, ce n'est pas ça. Au nord de l'archipel, le mouvement a été enregistré comme très superficiel, avec une magnitude de 6,4. Voilà comment cela s'est passé, je crois qu'au final c'était 6,5,4. Les autorités n'ont pas émis d'alerte au tsunami, mais elles sont restées en préalerte. D'après les rapports, il n'y a pour l'instant aucune personne blessée. C'est aussi important de le dire, non, il n'y a pas ou il n'y a pas de dommages enregistrés chez les personnes. C'est au moins l'une des zones les plus intenses en termes de séismes et de volcans, mais cette fois-ci, il n'y a pas de changement enregistré dans les variations de la mer, d'après les rapports. Eh bien, il est important de le mentionner, d'ailleurs, les préparatifs commencent déjà pour ce qui sera l'éclipse solaire de 2026, la première éclipse du Soleil. N'est-ce pas? Ça aussi, bon, je vais déjà vous dire quand aura lieu l'éclipse, comment ça va se passer. Car ce sont des événements astronomiques vraiment intéressants. Le prochain éclipse, d'après ce que rapportent les astronomes, aura lieu mardi prochain, le 17 février. Si nous sommes le 14, alors oui, le 17 c'est bien ça, nous sommes bons. Oui, mardi 17 exactement, eh bien c'est sûr qu'il le signale. L'éclipse solaire de 2026 va avoir lieu ce prochain 17 mardi prochain, d'après ce qu'il rapporte. Ce sera le plus long des deux phénomènes que nous allons vivre l'année prochaine, enfin, je veux dire en 2026. Il sera visible sur 3 continents. Aussi. Il faut aussi en tenir compte puisqu'il s'agit d'une éclipse en annulant le phénomène que nous allons voir.
Ce sera un spectacle évidemment, car le positionnement de la Lune entre la Terre et le Soleil, disent-ils, ne va pas créer une obscurité totale, n'est-ce pas? Donc, d'après ce qu'il rapporte, on va pouvoir profiter de cette éclipse à certains endroits. Par exemple, ici, du moins au Mexique, nous ne pourrons pas la voir, mais elle pourra être observée dans d'autres régions du monde. L'éclipse lunaire, d'après ce qu'il rapporte, nous ne pourrons pas la voir dans ce pays. Mais selon l'Institut géographique d'Espagne, l'éclipse sera visible dans des pays qui sont plus proches, vers le sud, vers l'Antarctique, par exemple l'Argentine, le Chili, et aussi des pays d'Afrique pourront l'observer. L'éclipse va commencer vers 3h56 en général et à 5h42 pour l'éclipse annulaire. Bon, alors à ce moment-là, on pourra bien la voir. Et bon, ont-ils déjà partagé plus ou moins le graphique de comment va se passer cette éclipse, d'où il sera visible? Je crois qu'il est ici, regardez, c'est juste le mouvement. Ici, c'est là où on va pouvoir le voir. Dans la partie du pôle sud, en gros, non. Et à certains endroits, eh bien dans des pays qui sont très proches de l'Antarctique. Ils vont observer ce phénomène, n'est-ce pas? Où va-t-il être observé? Regardez là, par ici, on peut le voir jusqu'en Argentine. Voyons si on agrandit un peu. Voilà cette partie. Il y a le Chili, l'Argentine de ce côté. Et ici, c'est de ce côté. Il y aura un petit peu l'Afrique, non, qu'ils vont pouvoir voir. Peut-être un peu l'Océanie qui va pouvoir voir un peu. Peut-être pas. Le phénomène, mais au moins en Afrique, dans le sud de l'Amérique, eh bien, il pourra être observé ce 17 février. Tout est prêt, ce phénomène pourra être observé, alors restez attentifs, mes amis. Et en continuant avec ce qui se passe dans le monde, en continuant avec ce qui se passe là-bas, en Allemagne, avec toutes ces manifestations, il y a eu un geste très symbolique, et il me semble très important. On a levé ce drapeau immense, un drapeau géant. D'après ce qui est rapporté, c'est un drapeau avec le logo de la royauté d'Iran, ou plutôt le plus grand drapeau d'Iran, dit-on. Le soleil est le lion et le soleil couronné avec la couronne des Pahlavis. Et il a été hissé par une grande grue, ou plutôt deux grues. Ils l'ont hissé à Munich, en Allemagne, marquant ainsi le plus grand drapeau iranien jamais hissé en Allemagne, à Munich. En assistant donc à ce rassemblement qui venait tout juste de se former là, des gens protestant, des gens criant de nombreux slogans contre les ayatollahs. Non, évidemment, voilà la situation dans cette région du monde, d'ailleurs, où les choses me sont également compliquées. Allons dans le détail, nous devons regarder la carte, vers cette région du monde, c'est-à-dire vers le Pakistan. Allons vers le Pakistan, cette région du monde a connu une série de... Ce ne sont plus des manifestations, cela va déjà plus loin, n'est-ce pas? Ce sont déjà, des émeutes, des situations compliquées. Les forces de sécurité pakistanaises ont déployé des gaz lacrymogènes dans le centre de Karachi, suite à l'éclatement d'affrontements. Vous vous souvenez de ce personnage? Et du Narcan et du Narcon, c'était un président qui, avant cela, était un athlète sportif très célèbre là-bas, au Pakistan, puis il s'est devenu président, et ensuite ils l'ont évincé. Un système populaire, apprécié par une grande partie de la population. Mais en même temps, il est aussi apparemment, du moins ou présumément, assez corrompu. N'est-ce pas? On l'accuse d'avoir détourné plus ou moins 200 millions de dollars. Maintenant, lui, il dit que c'est l'opposition. Alors va savoir qui a vraiment raison ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils l'ont emprisonné, puis qu'ils le relâchent et le laissent repartir ou le reprennent à nouveau. Eh bien, c'est comme ça que les manifestants le traînent. Ils s'affrontent avec les partisans, un groupe contre, un groupe en faveur de ce personnage. Ils se sont affrontés et c'est ce qui s'est passé. Apparemment, c'est ce qui est rapporté, du moins là-bas, au Pakistan. Un autre sujet qui attire aussi l'attention. La plateforme X, selon les rapports, semble violer certaines sanctions américaines, car elle a vendu des comptes premium. Des personnages de très haut niveau. D'Iran, c'est-à-dire que les États-Unis interdisent tout type de transactions, tout type d'affaires avec les gouvernements, avec le gouvernement iranien. Ce n'est pas possible. Tu vois, on essaye de m'en acheter une. On va dans une bijouterie et tu découvres que c'est pour Ali Khamenei ou pour quelqu'un d'un secteur politique important en Iran.
Tu pourrais avoir des ennuis si tu sais où a l'information sur qui c'est, ou si le nom apparaît. Ce sont des gens sanctionnés, non? Et ex, si vous allez sur les réseaux des politiciens d'Iran, ils adorent un Twitter. Je ne sais pas pourquoi ils aiment ça, ils publient toujours sur Ali Jaminehi. Eh bien, leur équipe n'est pas sur le public et publie des choses. Et en anglais, ils ont des comptes en persan, en anglais, en allemand, ou ils ont des comptes dans différentes langues. Non, mais ils ont acheté la vérification sur X. Alors, qui fait des affaires? Eh bien, c'est un sujet qui est sanctionné et donc il pourrait avoir des problèmes sur la plateforme. X pour faire des affaires ou permettre qu'on lui donne de l'argent, même si, je veux dire, combien coûte un compte? Ça coûte cher, non? Mais le problème, ce n'est pas le prix, c'est la sanction, donc il est vraiment dans les ennuis. Comment il s'appelle Estelon? Bon, passons. Ça va, Walter? Santé Walter, merci pour ce like, j'apprécie vraiment beaucoup ces likes, c'est vraiment apprécié, merci Walter, salutations jusqu'à Campèche. Salutations à Vitamina, Vitamina 7, 2,25. Il dit joyeux 14, merci beaucoup. Salutations, portez-vous bien, excellent Vitamina. Comment vas-tu? Merci Walter, bon après-midi à toi aussi. Passons à d'autres sujets, à d'autres affaires. Merci, regardez ce qu'il est en train de dire. Ce serait l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN. Je trouve très intéressant le commentaire qu'il fait. Si on peut l'afficher à l'écran, regardez, ceci est publié par Nexta et il dit ce qui suit. Voyons bien. Très bien, très bien. Assure l'ambassadeur de l'OTAN en Chine, celui-ci Matthew Whitaker, que si la Chine le voulait, elle mettrait immédiatement fin à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que la Chine pourrait faire pression sur les Russes, soi-disant. Et qu'en ce moment, jusqu'à présent du moins, on voit le contraire. Ou comme s'il n'y avait pas d'intérêt de la part de la Chine à faire cela, à agir dans ce sens, eh bien, c'est le commentaire qu'il fait. Je ne sais pas si c'est parce que maintenant la Chine envoie de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Et peut-être que, eh bien, les États-Unis sont un peu mal vus là-dessus. Parce que les États-Unis ont déjà arrêté d'envoyer de l'aide. C'est-à-dire que toute l'aide qui arrive, toute l'aide entre guillemets qui arrive des États-Unis, ce n'est pas de l'aide, tout est payé par les Européens. Voilà, les États-Unis n'ont pas envoyé d'aide réelle depuis environ 1 an. Tout vient d'Europe. Ils achètent les armes comme les Patriots, puis les États-Unis les livrent. C'est-à-dire, la faveur que font les États-Unis à l'Ukraine, c'est la faveur de leur permettre d'acheter. C'est ça la faveur, imaginez-vous, c'est ça la faveur. En fait, c'est devenu un énorme business, complètement. Et d'un autre côté, eh bien, il y a aussi ça. Avant, je me demandais si toute l'intelligence des États-Unis ne parvenait pas aux Ukrainiens. Eh bien oui, en partie, oui, il y a encore un peu de renseignements, mais la plupart sont envoyés, c'est la France qui envoie, et ensuite d'autres pays d'Europe aussi. Mais à peu près 70% des renseignements de ce qui est l'information satellitaire, tous ces types de détails, déjà au plus haut niveau. C'est 70% la France et l'autre pourcentage, c'est Starlink, mais Starlink aussi est payant, c'est-à-dire ce n'est pas gratuit non plus. Donc oui, cette affaire attire l'attention, non? Ou ce commentaire de cet ambassadeur, non? Et à l'époque, si les États-Unis étaient ceux qui apportaient le plus d'aide, non? Et cela s'est terminé avec Trump il y a 1 an. En gros, ils sont passés à une réduction à 0. D'un autre côté, il y a aussi autre chose qui attire l'attention. Et ce sont de ces mouvements qui viennent de... Eh bien, au bout du compte, d'une politique de Donald Trump concernant la question géopolitique. Nous parlons de ce qui se passe en ce moment dans l'Arctique. Voyons si nous pouvons l'arranger. Voilà, c'est ça qui est là. C'est un porte-avions anglais, un porte-avions qui s'appelle Prince de Galles. Cela serait en route vers l'Arctique pour renforcer la sécurité du Groenland. C'est un mouvement qui, au final, peut avoir 2 symbolismes. Le premier, c'est pour protéger le Groenland de la Russie et de la Chine. Mais aussi, c'est pour montrer aux États-Unis que le Groenland n'est pas seul, n'est-ce pas? Le Groenland a le soutien de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, etc. Et c'est un porte-avions, soi-disant très moderne. Ils assurent qu'il n'y a pas de sécurité britannique sans l'Europe,
tout comme il n'y a pas de sécurité européenne sans nous. C'était le commentaire très énigmatique, très intéressant que le Premier ministre a fait à ce sujet. Non, bon, je laisse ce sujet-là, mais je pense que cela nous donne une idée de la direction que prennent un peu les choses en ce moment. Pendant ce temps, la Chine a lancé un avertissement très curieux aux États-Unis et parle d'un franchissement de ligne rouge. Ce n'est pas non plus une surprise, n'est-ce pas? Mais c'est le fait qu'ils le disent. Non pas depuis la Chine, mais depuis l'Allemagne. Nous n'allons pas parler de ce qui se passe avec la question de Taïwan, pas avec cette affaire. Regardez, voici ce monsieur. Voyons si nous pouvons le montrer à l'écran. Il s'appelle Wang Yi. Vous vous souvenez de lui? Non? Le ministre des Affaires étrangères, qui était-il vraiment? Vous voyez, il a déjà eu des problèmes là-bas. Mais allons vers Taïwan, allons dans cette région du monde, parce que, même si ce monsieur est en Allemagne, vous vous souvenez de la conférence sur la sécurité de Moritz, et effectivement, il en parle beaucoup. Pas parce que c'est un événement comme Davos, ou comme un autre événement qui se tient en Europe, et où vont de nombreux dirigeants du monde. Là-bas, il y a Marco Rubio, il y a déjà été. Évidemment, le chancelier allemand était là, Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de Chine, n'y était pas, et ils ont tous donné des messages très intéressants. Lors de son intervention à la conférence sur la sécurité de Munich, le chancelier Wang Yi a directement menacé le Japon d'une défaite dévastatrice. On adopte une ambition militariste, c'est-à-dire il n'aime pas que le Japon se concentre sur les questions militaires. Mandiran a laissé entendre Sanada Takaichi, ou sur ce sujet a laissé entendre Sanada Takaichi, la première ministre du Japon et d'ailleurs la première femme à occuper ce poste. Et en plus, avec un pouvoir presque absolu, pas totalement absolu, mais presque absolu. Dans le sens où il y a eu des élections et que le Congrès s'est très bien passé pour elle, donc maintenant elle a le Congrès en sa faveur. Elle peut presque tout faire, presque tout, sauf peut-être changer la Constitution, parce que pour la Constitution, il faudrait avoir plus de voix que ça. Si elle se met d'accord avec d'autres groupes politiques, peut-être qu'elle pourra réussir à changer la Constitution. Je ne me souviens pas exactement, je ne sais pas si c'est d'accord ni de quel article il s'agit, juste qu'il est célèbre au Japon et interdit une force militaire complète. Même s'il y a eu quelques petits changements, quelques modifications dans la loi qui font qu'ils ont déjà une certaine armée, ils n'ont pas une armée complète, totale. Ils ne peuvent ne pas non plus, car leur constitution leur interdit d'attaquer un autre pays. Cela a été instauré sous la pression des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale pour éviter qu'ils recommencent. Ils leur ont dit d'inscrire dans la Constitution l'interdiction d'avoir une armée ou d'attaquer, ce qui rassurait les États-Unis. Non, souvenez-vous de la Seconde Guerre mondiale, des bombes atomiques, tout ça. Mais avec le temps, les États-Unis et le Japon ont noué d'excellentes relations commerciales, touristiques et dans bien d'autres domaines. Alors, la culture japonaise a conquis le monde d'une certaine manière, avec ses animés, ses films, sa technologie. Non, je ne parle pas culturellement, enfin, un peu aussi. Il y a un peu d'influence culturelle parce que ici et partout, on regarde leurs animés, on regarde leurs films, etc. Mais au-delà de ça, ils ont aussi réussi à s'adapter, à adapter la culture occidentale à leur style et ensuite à la vendre. C'est très intéressant, mais bon, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale appartient désormais au passé. Et en fait, cela est beaucoup critiqué par certaines victimes de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'ils disent, écoutez, les Chinois surtout n'ont pas pardonné. Ils n'ont pas pardonné aux Allemands, ils ont poursuivi les Allemands jusqu'au bout, jusqu'à les attraper. C'est-à-dire qu'Israël, les Juifs à l'époque et la communauté internationale ont poursuivi les Allemands qui auraient commis tous ces massacres contre les Juifs et d'autres personnes. Ils les ont poursuivis. Il y avait même des groupes d'élite qui les cherchaient dans différentes parties du monde et les éliminaient. Et si cela ne s'est pas produit avec les Japonais, il faut rappeler que le Japon a aussi commis des folies absolues, que beaucoup disent même pire que celles des nazis. C'était vraiment de la folie, ce qu'ils ont fait en Chine et en Chine. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de réponse, qu'il n'y a jamais eu de justice qui aurait apporté un peu de paix à toutes les victimes qu'il y a eu. Et de la Corée du Sud aussi, d'ailleurs, là-bas, ils utilisaient, entre les femmes, par exemple, ils les utilisaient pour je ne veux pas dire pourquoi, mais c'était vraiment très dur.
La façon dont les Japonais ont agi, et ces Japonais, d'une certaine manière, ont réussi à faire en sorte que tout le monde oublie cela. Sauf la Corée du Sud et la Chine, non. Et puis bon, le Japon est devenu, oh, quelle belle culture tu as, c'est intéressant. Et ils l'ont, évidemment, tous les pays ont leur culture, mais cette partie-là est restée un peu sans solution, non? Alors, maintenant, ils avertissent aussi les États-Unis, lors de cette conférence, de ne pas intervenir avec Taïwan. En résumé, non. Et Sarai Takahashi a laissé entendre qu'il serait pas même prêt à avoir des armes atomiques, ce qui serait complètement fou, non? Parce que, ce que dit le Japon, c'est « Écoute, la Corée du Nord a des armes atomiques, la Chine a des armes atomiques, pourquoi je n'en aurais pas ?» Je dis, et dans cette logique, ils ont raison, c'est-à-dire qu'eux aussi veulent leurs armes, non? Et la Corée du Sud aussi en a. Il l'a déjà laissé entendre, pas l'actuel Premier ministre, mais le précédent, qui était aussi un peu cinglé, non? Mais ce monsieur l'a aussi laissé entendre, non? Et ensuite, il y a les États-Unis. Et comme il a calmé les choses avec Sarai Takahashi, la Chine n'est pas très à l'aise. Et ils sont même plutôt agacés. Non? En plus, il est populaire. Et alors, pourrait-il faire des changements suffisamment importants dans la Constitution pour avoir une armée qui puisse même opérer à l'extérieur et attaquer un autre pays? Dans ce cas, s'ils se sentent intimidés ou quoi que ce soit, enfin, un autre Japon, pas un autre Japon, comme à d'autres époques, et ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir fous. Je ne le pense pas, je ne m'attends pas à ça. Mais la question nucléaire est aussi une préoccupation, n'est-ce pas? Et ce sont des experts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires, mais ils sont experts dans le domaine nucléaire, c'est-à-dire qu'ils sont experts en technologie dans les domaines spatiaux, où ils ont tout pour, ils ont de l'argent, ils ont l'ingénierie et ils ont tout ce qu'il faut. Le plus important, c'est la question de la loi, n'est-ce pas? La loi ne le leur permet pas, mais à part ça, qui sait? Non. Qu'en pensez-vous? Passons à d'autres sujets, d'autres thèmes, également importants. Bon, repartons encore une fois vers l'Iran, d'accord? Que se passe-t-il là-bas? Écoutons un peu ceci, voyons si on peut entendre le fond. Regardez. Bon, c'est sûr qu'ils vont en parler. Quelqu'un joue à plein volume une chanson basée sur le slogan « C'est la bataille finale, pas la vie reviendra », c'est le nom de la chanson, « C'est la bataille finale, pas la vie reviendra ». Cela a été chanté à plein volume. Dans cette zone, les habitants scandèrent à l'unisson « Joyeuse Saint-Valentin », disait-on-il dans le message. Apparemment, regarde ce qu'on a pu voir, en tout cas ce que moi j'ai pu voir, ce que j'ai pu confirmer dans les médias, même locaux. Là-bas en Iran, les gens continuent de protester et tout le monde ne manifeste pas dans la rue. D'autres protestent, tout comme ils crient des slogans contre ce régime la nuit. Non, cela attire aussi l'attention. Le fait est qu'il se passe quelque chose là-bas en Iran, non, il se passe quelque chose. Regardez, une note a été émise dans le nord-ouest ainsi que dans la zone sud et est de ce pays. C'est-à-dire, certaines chaînes affirment que des tests de missiles sont déjà en cours de la part des Iraniens à différents endroits. C'est un peu compliqué de confirmer quelque chose comme ça, mais il y a déjà au moins plusieurs rapports que j'ai vus à propos de ces notes. Non, ils montreraient cela que nous voyons. Tous ces endroits feraient des essais de missiles. Apparemment, ce serait un message, évidemment, adressé aux États-Unis à Israël sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Non, évidemment, c'est aussi une question importante. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est qu'ils ont publié beaucoup de vidéos de ce Pahlavi. Non, pas de ce Pahlavi, ils ont publié beaucoup de vidéos. Je pense qu'en se rappelant un peu qui est cette personne et ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. D'un changement de régime de la part, de là-bas, des Iraniens, non. D'ailleurs, hier, nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais j'aimerais bien y revenir.
Eh bien, d'après ce qui est rapporté, le propulseur du premier étage qui transportait l'équipage 12 est revenu sur Terre et a réussi le premier atterrissage. Ils ont déjà été envoyés, donc ces personnes-là qui sont censées aller là-bas, dans l'espace, n'est-ce pas censé que ce mouvement ait déjà lieu? Voilà. Ils disent que le propulseur du premier étage qui transportait l'équipage des 12 est revenu sur Terre et a réussi le premier atterrissage dans la zone d'atterrissage, selon ce qu'a rapporté SpaceX. Non, c'est que ça fait partie de ce lancement, non, il dit. Le Falcon 9 a lancé Crew 12, la 20e mission de vol spatial habité de Dragon. Ça va être très intéressant, espérons que ce voyage se passe bien. Et hier, non, il y a environ 2 jours, je ne vous montrais pas aussi une fusée chinoise atterrissant verticalement, c'est-à-dire que ça va devenir la tendance, les atterrissages verticaux. Celles des fusées, non pas pour pouvoir recycler, non, surtout les fusées, sont celles qu'ils essaient de gérer de cette manière. Non, passons à d'autres sujets également importants. Voyez-vous, des scientifiques ont donc publié ce que cela représenterait pour eux. Eh bien, une méthode qu'ils ont trouvée et qu'ils ont pu déterminer sur la base d'années d'études. De quelle chose, selon eux, cela pourrait-il nous aider à vivre une vie plus longue? Et ils l'ont fait en séparant les hommes et les femmes parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pour des choses différentes, pas les mêmes besoins, n'est-ce pas? C'est une étude qui a été réalisée sur environ 100 000 personnes et qui a été publiée dans Science. C'est-à-dire, ce n'est pas une étude quelconque, c'est une étude qui a pris des années, qui a été très vaste. Cela a duré plusieurs années, et en plus, il y avait beaucoup de participants, n'est-ce pas? L'étude internationale, dirigée par des chercheurs de la Queen Mary University of London et du Tongji Medical College, affirme que les hommes et les femmes pourraient avoir besoin d'approches diététiques différentes pour vivre plus longtemps. L'étude a évalué la santé et l'alimentation d'un très grand groupe de personnes afin de mesurer l'impact sur la mortalité et l'espérance de vie. Les hommes qui ont suivi le régime dit de réduction du risque de diabète pourraient en gagner des années de vie à partir de 45 ans ou au-delà de 45 ans. Ce régime visant à réduire la probabilité de diabète, je suppose, consiste à consommer un peu moins de glucides, surtout les sucres et ce genre de choses. Non, je pense que cela s'applique à tout le monde, mais bon, je suppose que c'est de cela qu'il s'agit, mais il faudrait vérifier. Maintenant, il vaudrait mieux consulter un nutritionniste, pas une nutritionniste. Mais ils assuraient que cela démontrait que cette réduction du risque de diabète montrait, en fait, une augmentation assez considérable, même de plusieurs années d'espérance de vie. Ils rapportent aussi que pour les femmes, c'était différent. Ils ont constaté que ce qui fonctionnait le mieux pour les femmes, c'était le modèle alimentaire appelé régime méditerranéen. Oui, c'est beaucoup de salades, de poissons et des choses comme ça. Ce sujet mérite examen, mais ils assurent aussi que cela prolongeait leur espérance de vie de plusieurs années. La clé, par exemple, pour les femmes, c'était une forte consommation de quinoa, de riz complet et d'avoine. C'était un point fortement recommandé dans cette étude, non? Chez les hommes, le café les a vraiment beaucoup aidés. Et si? L'étude a trouvé que la consommation habituelle de café, jusqu'à 2 tasses par jour, était un facteur différentiel chez les personnes les plus âgées, qui avaient tendance à vivre plus longtemps. Ils avaient tendance à boire du café 2 fois par jour, au moins, et sans sucre, oui, soit avec un substitut, soit sans sucre. Et cela me semble aussi intéressant. Il est dit ce qui suit. Ceux qui consommaient le plus de produits frais présentaient un risque général plus faible, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des choses de ce genre, n'est-ce pas? Ils se sont également rendus compte que ce type de discipline, pour ainsi dire, réduisait considérablement les maladies respiratoires et des maladies comme le cancer. Aussi, un autre point qui a attiré l'attention, c'est que les fruits secs et le poulet étaient un autre des avantages ou des aliments consommés par les personnes qui vivaient maintenant plus longtemps. La question des aliments transformés et des viandes rouges avait un impact négatif sur les personnes qui consommaient plus de produits transformés et plus de viande rouge. Cela augmentait le risque de mortalité, surtout en cas de consommation élevée.
Ce n'est pas que ce soit mauvais en soi, c'est simplement l'excès qui pose problème. Apparemment, au moins... Bien. L'étude est déjà terminée et les premières conclusions sont celles que je viens de citer. Ils affirment qu'ils poursuivront l'examen annuel pour approfondir les conclusions, car l'étude est à long terme. Mais ils disent même que chez les personnes qui n'ont pas de gène de longévité, c'est-à-dire que dans leur famille, leurs parents, leurs grands-parents sont décédés. Très jeunes, il dit que même chez eux, la longévité ou les années supplémentaires augmentaient considérablement en consommant, en s'alimentant sainement, pour ainsi dire. L'étude a été présentée lors de la conférence de l'Association américaine pour l'avancement des sciences à Phoenix, en Arizona, selon ce qui est rapporté. Ce n'est pas, disent-ils, seulement une question de manger sainement, mais aussi d'ajuster le schéma alimentaire selon le profil biologique et aussi le type d'activité de la personne. Eh bien oui, évidemment, comme toujours, il y a un point à considérer, n'est-ce pas ? C'est aussi le type de vie que tu as, l'endroit où tu vis, etc., etc. Il dit que d'autres images continuent d'apparaître. Écoutons maintenant, voyons s'ils t'ont entendu, non ? Disent Pahlavi qu'ils reviennent, ils crient une mort au dictateur. Bon, ce sont des choses que scandent les Iraniens dans cette région du monde. Au fait, en revenant à cet événement organisé par les Allemands, cet événement là-bas à Munich, nous n'allons pas dans cette région du monde. Eh bien, là-bas aussi, ce Marco Rubio s'est présenté, et il a abordé certains sujets très intéressants, n'est-ce pas ? Voilà Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis, qui affirme qu'il n'est pas sûr. Si la Russie veut vraiment mettre fin à la guerre en Ukraine, eh bien, on va lui répondre d'ici, évidemment non, n'est-ce pas ? Évidemment, elle ne veut pas mettre fin à la guerre, c'est très clair. Le secrétaire d'État américain a affirmé ne pas savoir s'ils sont sérieux, dit-il, pour mettre fin à la guerre, pendant que Washington continue de faire pression pour un accord de paix, dit-il. Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux à l'idée de mettre fin à la guerre, dit Marco Rubio. Et donc il dit qu'il veut renforcer la relation transatlantique afin qu'une Europe forte aide les États-Unis dans leur mission de renouveler, dit-il, renouveler l'ordre mondial. C'est le commentaire qui attire l'attention aujourd'hui, ce personnage. Et donc d'un autre côté, là, lors du même événement, est apparue von der Leyen, la présidente. La Commission européenne, et elle affirme qu'elle cherche ou qu'elle demande à raviver la clause de défense mutuelle de l'Union européenne, dit-elle. Le moment est venu. C'est très intéressant parce que alors on parlerait du fait que l'être européen entrerait directement dans une défense militaire entre Européens eux-mêmes, n'est-ce pas ? En gros, non. Il est certain qu'il le rapporte. Penderley affirme qu'il cherche à générer ou à activer cette clause. Et il appelle à une nouvelle doctrine de sécurité face à un nouveau monde fracturé et hostile, affirme également Penderley. C'est l'article 42.7 qu'il veut faire vivre, c'est cet article-là. Selon ce qu'il rapporte, c'est le traité de Lisbonne qui oblige les États membres à assister un pays attaqué. Aider, non ? Il a souligné que la défense collective est un engagement obligatoire, pas une option politique. Il a suggéré d'utiliser la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité pour accélérer la réponse. Face aux menaces, il a demandé de renforcer les liens avec le Royaume-Uni. 10 ans, oui, car 10 ans se sont déjà écoulés depuis le Brexit, imaginez-vous. Et donc le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, soudainement, certaines choses ne s'appliquent pas, n'est-ce pas ? Eh bien, il a également proposé de créer une stratégie globale qui combine le commerce, la technologie, l'énergie et la défense sous une même vision stratégique.
Eh bien, ce sont des commentaires attendus, n'est-ce pas? Mais ils restent intéressants. Ils continuent d'être importants au moment de regarder vers l'avenir. Vers où se dirige cette région du monde, n'est-ce pas, qui a été récemment très touchée par ce trône, n'est-ce pas? Et bon, passons à d'autres sujets également importants. Extendez première. Ils entrent déjà dans une deuxième phase. Dans cette deuxième phase, les États-Unis et l'Iran vont essayer d'atteindre la dernière négociation. La négociation nucléaire dont les Iraniens parlaient hier. Elle n'aura pas lieu. Alors, je ne sais pas pourquoi ils y vont, mais bon, d'après ce qui a été rapporté pendant cette journée, pendant ce week-end, les délégués américains et iraniens étaient là. Eh bien, hier, ils ont terminé des conversations indirectes. Ce week-end, en théorie, ils pourraient à nouveau donner des détails et reparler. Malgré les rapprochements, la tension est à son comble. Donald Trump, comme vous le voyez, il est déjà très concentré sur l'envoi de militaires dans la zone et les Iraniens cherchent à mettre fin au régime. Évidemment, la semaine dernière, ce mot est sorti et le fils du jeune homme, de l'héritier, comme on dit, l'héritier, est sorti pour dire qu'il suggérait une attaque rapide contre l'Iran. Hier, des médias américains l'ont aussi confirmé. Il me semble que Reuters a été le premier à le publier, si je ne me trompe pas. Vous vous souvenez que je disais, il y a des rapports anonymes, bon, eux savent qui ils sont, mais disons qu'ils veulent rester anonymes, venant de l'intérieur des militaires américains. Et ils ont dit, voyons le mouvement qui se produit avec ce deuxième porte-avions, avec tout le reste qu'il y a autour. Le Moyen-Orient. C'est un mouvement pour une guerre de plusieurs semaines. Donc du point de vue de leurs militaires, ce qui arrive si c'est une décision qui est déjà prise, fondamentalement non. Donc ce mouvement, c'est précisément pour un conflit. Non, on ne sait jamais, avec ce trône-là. La vérité, c'est que parfois c'est difficile, même si ça suit un schéma. Avec tous ces cas, ça suit un certain schéma, parfois c'est assez évident. Mais en même temps, parfois ça prend plus de temps à opérer, et bon, du coup ça devient compliqué de savoir ce qui se passe vraiment, maintenant. Une image que m'a envoyée Dazo, je salue Dazo, non. À la base sur Twitter, c'est cette image, voyons si on peut l'afficher ici à l'écran. C'est fou, c'est complètement dingue. Je veux dire, ça c'est en Estonie. Regardez, si vous ne faites pas attention sur Google Maps, il est indiqué qu'il y a la mer, c'est la mer Baltique, un morceau de la mer Baltique. Mais est-ce que Google te donne l'option de traverser? Et si tu regardes par là, oui, on peut traverser, et en fait, il est en train de traverser. 17 personnes. Quelqu'un d'Estonie, il ne dit pas seulement en Estonie, il dit l'une des cartes marines pendant qu'il conduit sur la mer Baltique. Gelée. C'est-à-dire, il y a certaines périodes de l'année où l'on peut, ce n'est pas cette image, voilà, où l'on peut traverser, je veux dire, je crois, selon moi. Il y a aussi cela entre le Canada et les États-Unis. Je pense que ces endroits gèlent également et sont utilisés pour certains déplacements. Mais non, je ne suis pas très sûr de comment ça fonctionne au Canada, honnêtement, mais c'est de ceux que tu as vus dans des films et des documentaires qui en parlent, mais honnêtement, je ne me souviens pas. Mais ça m'intrigue qu'il y ait aussi un autre endroit comme ça dans cette région, pas la Baltique. Gelé, tu dis? Eh bien oui, c'est vraiment impressionnant. Grâce à ça et grâce à toute la communauté qui nous partage des choses via Twitter, on est toujours là, attentif à tout ça et à la communauté qui nous regarde ici sur la chaîne. Sachez que vous pouvez aussi nous envoyer des messages vocaux via Telegram, le Telegram est là, vous pouvez envoyer des messages vocaux et vous pouvez aussi vérifier là-bas. Quand nous sommes en direct, regardez, ce message est donné pour qu'on puisse l'écouter. Un petit peu de ce Zelensky là-bas à Munich, on va le mettre ici. Oui, on peut le voir à l'écran. Le voilà, écoutons-le, merci. Bon, il se présente, il crie, je vais bien. Intéressante la réunion là-bas en Allemagne, parce qu'en gros, ce qu'ils ont présenté, c'est qu'ils sont ici, on vous l'a dit quand c'était une nouvelle, mais c'est très intéressant parce qu'ils sont déjà en train de produire. Ukraine. Une usine d'Ukraine s'est installée en Allemagne pour produire des drones et cette année, 10 000 drones vont sortir de cette usine pour aller en Ukraine, mais cela génère aussi des affaires pour l'Allemagne.
Donc c'est gagnant-gagnant dans le sens où c'est un business pour l'Allemagne, ça donne de la sécurité à l'Allemagne, parce que ces drones vont aussi être utilisés par les Allemands pour la défense. Cela aide aussi l'Ukraine, et c'est une affaire pour elle. Alors disons que cela aussi, si ça ne devient pas durable, dans une guerre de ce type, il sera impossible de continuer à se défendre. Parce qu'un pays peut ensuite refuser, comme les États-Unis l'ont fait en disant « Non, ce sera... Non, je n'en vois plus rien. » Donc c'est compliqué. L'idée des Ukrainiens, je ne sais pas s'ils vont la réaliser ou non, parce qu'elle est très ambitieuse. Pour cette année, ils veulent fabriquer 8 millions de drones. 8 millions de drones, c'est une quantité hallucinante. C'est-à-dire, on parlerait du fait que si on supposait que ces drones étaient utilisés dans une guerre, pas dans celle-ci. En un an, pas celle-ci. 8 millions de dollars, on va donner ici le chiffre. Pas divisé par 365, ce ne serait pas possible. S'ils utilisaient des drones tous les jours, ce ne serait pas pour, comment on dit, pour tirer. On ne va pas voir si quelqu'un me bat ici dans la division, mais non. 8 millions, divisé par 365, 965. Ça ferait 21 900 drones par jour en supposant que ce soit des drones d'attaque. Non seulement ces drones ont une capacité de surveillance, mais ils ont aussi la capacité de lancer des missiles. Ou bien ce qu'ils font, c'est qu'ils transportent un missile, ils le chargent, le transportent et le lancent là où ils doivent le lancer. C'est essentiellement ce que font ces drones. Imagine qu'ils utilisaient 21 000 drones par jour. Et cela concerne uniquement ceux qu'ils produiront cette année, sans inclure les récupérés ou fabriqués ailleurs. Et en dehors de l'Ukraine, alors, c'est énorme ce que produisent actuellement l'Ukraine et la Russie, non ? Individuellement, chaque pays produit plus que toute l'Europe réunie. Par exemple, en munitions et aussi dans d'autres domaines. C'est une guerre vraiment énorme. Parfois, on perd la perspective de l'ampleur de cette guerre, qui est ce qu'est la question de l'Ukraine. Bon, allons-y, passons aux commentaires. Intéressant. Comment ça va ? Comment vous allez ? Angélica, merci beaucoup de nous accompagner. Salutations à Angélica Ressendiz, à toute la communauté qui nous a envoyé un super chat, un abonnement ou qui offre des abonnements. Merci beaucoup de soutenir la chaîne, merci beaucoup de soutenir les équipes et tout ce projet que nous réalisons. Informations quotidiennes et internationales, diffusées et publiées plusieurs fois par jour. Maintenant, nous sommes ici avec grand plaisir et nous remercions énormément pour ce soutien. Et nous remercions énormément ceux qui nous soutiennent. Aussi sur différents réseaux, en nous partageant et tout ça, c'est aussi très apprécié. Les likes, comme le dit bien Lycéo, sont gratuits. C'est-à-dire, voilà, et c'est aussi une façon de soutenir la chaîne, non ? Salut Francisco, comment vas-tu ? Oui, je ressens déjà la chaleur, non, je me suis laissé un peu pousser les cheveux, aussi à cause du froid, non, c'est ça. Porter la casquette toute la journée, non, car tu prends froid. Quand il fait froid, il faut d'abord se couvrir la tête, non ? Et si tu n'as rien, si tu es chauve comme moi, menu, j'aime bien, peut-être que oui. C'est très pratique. Si tu penses, je veux dire, si peut-être tu n'aimes pas comment tu te trouves, tes cheveux, peu importe, et si tu as une tête plus ou moins en forme d'œuf, eh bien ça peut très bien marcher, non ? Il y a des gens qui ont des têtes très bizarres aussi, non ? Donc ça ne va pas à tout le monde, non ? Mais c'est très pratique et très frais. C'est vraiment frais. Ce n'est pas que j'aime ça, non ? Puisqu'Astrid et moi aimons ça, ça fait déjà 2 personnes concernées. Mais oui, bien sûr, oui, dit Alonso, comment tu vas ? Et il dit, eh bien, bonne fête du 14. J'espère que vous passerez un très bon moment avec vos familles, vos partenaires, vos amis. Et si vous êtes seul, eh bien aussi, être seul, c'est aussi une bonne compagnie, non ? Salutations, c'est à moi, dit-il. Qui va me la manger ? Où en est ce projet ? Je suis très curieux à ce sujet. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Ce sujet de ce que cela implique d'avoir des biscuits m'a toujours interpellé. Mon grand-père avait une pharmacie, pas mon grand-père maternel, avec qui j'étais le paternel. Je ne l'ai même pas connu, en fait, même mon père ne l'a pas connu, parce qu'il est décédé quand mon père était enfant, donc mon grand-père paternel. Alors mon père ne se souvient pas de lui, et moi encore moins, n'est-ce pas ? Je crois n'avoir qu'une photo de mon grand-père paternel, mais je m'entendais super bien avec mon grand-père maternel. Non. J'allais l'aider à la pharmacie et je lui rendais visite tous les jours.
Comme on vivait au même endroit jusqu'à mes 15 ans, je le voyais presque tous les jours, non? Et en plus, quand j'allais au cours de taekwondo, je devais rester là les après-midi, le cours commençait et j'y allais à pied. J'avais une excellente relation avec mes grands-parents qui me racontaient beaucoup d'histoires, et avec le temps, eh bien, j'ai réfléchi à ce qu'ils me racontaient. Et il disait qu'au début, quand il avait la première, la pharmacie qu'il a eue, il en a toujours eu une, mais au début il l'avait chez lui, parce qu'il n'avait pas les moyens d'avoir une pharmacie. Il était pharmacien de profession. Et donc dans la cour, ces cours qu'on trouve dans les villages, pas énormes, tu vois. Alors au fond, il y avait un champ de maïs, il y en avait un, moi je ne l'ai jamais vu, tu vois. Dès le début, j'ai mangé, il y avait un champ de maïs, il y avait une noria, il y avait des poules, donc en fait une micro-ferme pour ainsi dire. Alors, parce qu'au début, mon grand-père était là, il était encore fort, tu vois. Même s'il n'allait pas à la pharmacie et qu'il n'allait pas à la salle de sport, les hommes n'avaient pas l'habitude à cette époque d'aller à la salle de sport. Ce concept n'existait pas, du moins pas dans les villages, non, ce concept n'existait pas vraiment. Et il disait que tous les jours, il devait donner à manger aux poules qu'il avait, ce n'était pas exagéré, mais je dirais qu'il en avait quand même pas mal. Parce que je me souviens même qu'il disait qu'il mettait des œufs en vente, c'est-à-dire, en plus de la pharmacie, les œufs qui restaient et qui n'étaient même pas pour la famille, il les vendait. N'est-ce pas? Et ça, il y a encore beaucoup de villages qui le font, non? Tu vas dans différents quartiers et tu vois qu'il y en a beaucoup, et il y a une pancarte là-bas. Gaino Galina. Comment on dit œuf? De la façon dont ils appellent ça œuf bio, je ne sais pas, les gens peuvent l'appeler comme ça. Alors celui-ci disait qu'il mettait 100 seaux d'eau tous les jours depuis la Noria. C'est-à-dire, imagine l'armée juste pour ça, avec ça tu as tout, non? C'est-à-dire pour soulever la fichue bassine, non. Et porter la petite bassine, y mettre de l'eau et recommencer, 100 fois, ça consomme quand même pas mal d'eau, au moins la quantité. Je ne sais pas combien ça ferait, mais oui, c'est crevant. Physiquement, tous les jours, ça devient déjà ta salle de sport. En plus des autres choses que tu dois faire dans la journée, ça devient une salle de sport, ça. Comment tu vois le départ de Marsa Arriaga? Eh bien, comment je le vois? Ils ont fait n'importe quoi avec la SED. Ils ont complètement gâché la SED. C'est horrible, horrible, horrible. Ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Vous avez vu les livres, vous les avez lus, allez-y, vous pouvez même les télécharger, c'est horrible. Bon, il y aura sûrement des choses à sauver, non? Certainement. Mais en général, ils ne prennent pas en compte les enfants mexicains ou bien ils ne prennent en compte que les enfants qu'ils considèrent. Ce sont ceux qu'il faut prendre en compte, rien de plus. Mais ils ne considèrent pas tout le monde. Pas du tout. Horrible, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec l'AEST horrible. Et si c'est lui le responsable, j'espère vraiment qu'ils le renverront. J'espère que oui, c'est vraiment déplorable, la soif. C'est-à-dire ça a été un très mauvais usage des ressources là-bas, soi-disant pour économiser des ressources, et c'est différent. C'est-à-dire, ça fonctionne, dans beaucoup de sens ça fonctionne. Il y avait des choses à corriger, corrige-les, mais n'enlève pas ce qui fonctionne déjà, comme ça s'est passé avec les questions de santé, comme ça s'est passé avec beaucoup d'autres sujets. Non, ce n'est pas horrible, c'est lent, je ne sais pas ce qui va arriver à toute une génération d'enfants, avec ces livres. J'espère que les parents s'en rendront compte et qu'ils leur apporteront d'autres options, d'autres livres et d'autres choses, tout ça. Et qu'à l'école, à la maison, on les aide. Parce que sinon, oui, c'est bien fait. Et les enseignants, n'est-ce pas? Aussi beaucoup d'enseignants très bons, très responsables et qui s'en rendent compte, eh bien j'espère qu'ils pourront équilibrer tout ce problème, non? Et il y a aussi une rupture interne. Clairement pas ce groupe-là, celui que représentent Marsa, Arriaga et tous ces gens-là. On les appelle les purs. En interne, on les appelle comme ça, ou on les appelle comme ça les purs, parce que ce sont les plus extrêmes de la gauche. C'est-à-dire que la gauche n'est pas mauvaise quand c'est une gauche centrée, démocratique, ouverte, etc. Ou la droite non plus. Mais ici, ils veulent diaboliser la gauche et ils veulent diaboliser la droite. Eh bien, il faut toujours des équilibres, n'est-ce pas? C'est-à-dire les équilibres. C'est bien quand il y a des extrémistes d'un côté, des extrémistes de l'autre, mais ici, ils veulent te dire que si tu ne penses pas comme telle personne, tu es déjà un extrémiste d'un côté ou de l'autre, non? C'est-à-dire, ils veulent nous polariser tout le temps, et c'est un problème dans lequel beaucoup de gens sont tombés. Et c'est là, n'est-ce pas? Et c'est là, c'est là, c'est là. Et ils défendent ce genre de personnage. Celui-ci, dit Pépé, les poules sont indépendantes, il suffit de leur donner de l'eau, de la nourriture et de les nettoyer tous les jours, mais c'est facile. 5 poules pour l'instant.
Mais à l'avenir, je veux en avoir 30, 20 poules. Je dois construire un espace fermé, grand, dit-il. Ok, non, eh bien, c'est intéressant. Donc, tu nous diras comment ça se passe. Tu as besoin, je ne sais pas, de permis ou comment tu fais. Il dit qu'il a un certain espace, une certaine condition. Comment ça se gère, ou ça n'a pas d'importance, dit-il. La compréhension envers les grands-parents devrait passer par nos parents, dit-il. La compréhension envers les grands-parents devrait passer par nos parents, dit-il. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Je n'ai pas compris comment la compréhension envers les parents devrait venir d'eux, mais je te salue chaleureusement. Une bonne entente avec parents et grands-parents, c'est toujours appréciable, non ? Esmeralda dit « Salut Pépé, salutations depuis Antigua, merci beaucoup, salutations. Quoi de neuf ?» Esmeralda, très bonjour. Eh bien, je vous dis au revoir ici, merci beaucoup. On revient tout à l'heure avec ce qui se passe dans le monde. Laissez-moi vos avis, vos commentaires, et ici, on les analyse. Merci Walter, merci à Adilson et un grand merci. Sianja, n'est-ce pas ? Je vais apprendre, Sianja. Ce n'est pas courant. Salutations à Martin Gutiérrez, Eliseo Rodrigo, à toute la communauté, à bientôt. John Mars, salutations, merci beaucoup, à plus tard. À bientôt, nous interrompons votre programme habituel. Merci de votre écoute, la vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle, ici nous l'analysons, perspective globale. Ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne Pépé en direct en contrôlant le signal Pépé et Astrid qui disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas la trace, jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, nous faisons l'appel. Abonne-toi. En direct à la maison. Abonne-toi.